Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du projet de loi Élan, un texte fleuve qui comporte 200 articles environ et sur lequel plus de 1000 amendements ont été déposés par les sénateurs. Le dernier gros texte avant la fin de la session parlementaire. Un texte qui porte sur l'aménagement, sur le logement, mais aussi sur le numérique. Alors vous allez le voir, hier, les sénateurs ont notamment débattu du rôle des maires dans les grandes opérations d'urbanisme, alors que le Sénat entend bien préserver l'importance du maire en tant que représentant des collectivités. Il juge qu'il est essentiel que ce dernier ait toujours un rôle important, lui qui est le garant de la démocratie directe. Mais vous allez le voir, auparavant, les sénateurs ont commencé les discussions par une série de rappels au règlement, car ils jugent en effet que leur travail sur ce texte ne se déroule pas dans de bonnes conditions. Tout d'abord parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour débattre des amendements en commission et dans l'hémicycle. Et ensuite parce que le gouvernement a déposé de très nombreux amendements de suppression afin de revenir à la version de l'Assemblée nationale, comme si il voulait tout simplement balayer le travail de la Chambre haute. Retour donc au débat hier dans l'hémicycle. La parole, je vous remercie pour les commentaires. Donc la parole est à Madame Valérie Létard pour un rappel au règlement. Madame Létard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mon rappel se fonde sur l'article 42 de notre règlement. Il concerne l'organisation de nos débats et la considération que le gouvernement porte à nos travaux. Texte après texte, projet de loi après projet de loi, nous ne pouvons que constater l'absence d'intérêt du gouvernement aux propositions et aux apports du Sénat, que ce soit en commission ou en séance publique. Le groupe Union centriste s'indigne de cette situation et souhaite que le gouvernement revienne à la raison. En matière de logement, le Sénat, grâce à son président Gérard Larcher, a organisé la conférence de consensus dès la fin de l'année dernière. Après les annonces brutales du gouvernement sur le financement du logement social, nous avons tous décidé d'aborder le texte Élan en étant constructifs et force de proposition. Ce signal n'a déjà pas été perçu puisque le gouvernement a choisi de saisir, comme à chaque fois, l'Assemblée en première lecture. Désormais au Sénat, notre traitement n'est pas amélioré. Chaque groupe politique a travaillé. La Commission des affaires économiques et sa rapporteure ont établi il y a 2 semaines un texte de loi dont nous examinons le contenu dès aujourd'hui. Cette nuit, le gouvernement a déposé de nouveaux amendements, s'ajoutant à de nombreux autres, pour notamment revenir à la rédaction initiale de son texte et balayer le travail du Sénat avant même d'en avoir débattu. Sans compter le message politique négatif à l'encontre du Sénat que cela représente. Le délai d'examen pour notre commission est pour nous inacceptable. En outre, cette attitude fermée et trop rigide ne laisse augurer qu'une volonté de voir échouer la prochaine CMP, Monsieur le Ministre. À quoi vont servir nos débats? Quel sera le sort de nos avancées? Comment travailler sérieusement et utilement si le gouvernement ne respecte ni nos calendriers, ni nos propositions? Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire dans quelle direction nous devons aller avec vous? Car c'est bien ce que nous voulons, aller avec vous en direction de l'intérêt de nos concitoyens et d'une politique territoriale équilibrée et juste. Merci Madame Létard. Acte est donné de votre rappel au règlement. La parole est maintenant à Madame Cécile Cukierman pour un rappel au règlement. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mon rappel au règlement se fonde également sur l'article 42 et pour aller dans la même ligne que ce que vient d'exprimer notre collègue Valérie Létard, Monsieur le Ministre, nous voulons vous interpeller solennellement ici. Les méthodes qui sont employées par le gouvernement sont indignes de la démocratie. Nous vivons une session dite extraordinaire qui se transforme finalement en un déferlement soudain de textes législatifs, tous plus importants les uns que les autres, et qui visent à transformer en profondeur la vie de nos concitoyennes, de nos concitoyens, l'organisation même de nos territoires. Monsieur le ministre, et je vous le demande, répondez-nous que le gouvernement enfin s'exprime sur ce qu'il entend par organiser une session extraordinaire. Est-ce qu'une session extraordinaire, c'est arriver à un tel empilement de textes que les parlementaires n'ont plus le temps de les appréhender, de les travailler? C'est de mettre, comme dans une seringue, un travail en commission que tout le monde voudrait fructueux et où, in fine, faute de temps,
Nous n'avons même plus la capacité à avoir des débats entre commissaires au sein de la commission des affaires économiques. Est-ce que la session extraordinaire, c'est pour vous, à la veille d'une réforme constitutionnelle, faire la démonstration que finalement, le travail en commission et le travail des parlementaires seraient anecdotiques et qu'il ne faudrait pas y consacrer du temps? Alors vraiment, Monsieur le Ministre, nous vous le demandons ici solennellement. Nous allons prendre le temps et nous prendrons le temps ici d'avoir les débats sur un texte aussi central et aussi fondamental. Et je crois que la discussion générale hier avec l'ensemble des intervenants a pointé et a posé les débats démocratiques que nous allons avoir cette semaine dans l'hémicycle. Mais sachez que ce ne sont pas des conditions de travail dignes. Toutes et tous ici, nous ne vous ferons pas la menace de burn-out ou de je ne sais quoi. Nous prendrons nos responsabilités démocratiques, mais sachez, Monsieur le Ministre, que ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est un mépris du Parlement, c'est un mépris du Sénat, parce que si le gouvernement l'avait voulu, il nous aurait mis en première lecture un certain nombre de textes et nous aurons évité cet engorgement-là. Et donc, par ce mépris, nous vous répondrons par notre travail, par l'intelligence de nos débats, pour faire la démonstration que le Sénat a une utilité dans ce pays. Merci Madame Cukierman. Acte est donné de votre rappel au règlement. Oui, alors, Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs et Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, je ne peux vous faire grief à vous de mépriser personnellement, de mépriser le Parlement et certainement pas notre Haute Assemblée. Donc je pense que ces débats seront au compte-rendu et seront portés à connaissance à la fois du ministre chargé des relations avec le Parlement, mais aussi du Premier ministre et pourquoi pas du Président de la République. Je veux vous dire qu'effectivement, les conditions dans lesquelles nous travaillons, je voudrais répéter ce qui a été dit par Mesdames Létard et Cukierman, sont assez difficiles. On a souvent beaucoup travaillé dans cet hémicycle. Nous travaillons beaucoup dans cet hémicycle et ce n'est pas la quantité de travail qui nous fait peur d'une façon générale, mais recevoir des amendements du gouvernement pendant la nuit, devoir les examiner le matin par nos équipes, sont des pratiques que je sais vous ne goûtez guère et que nous ne goûtons guère non plus. Donc j'espère que les débats que nous aurons seront de qualité et j'espère surtout que nous nous mettrons dans la perspective de réussir l'examen de ce texte et d'en garder quelque chose. Je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, pardon, voyez, c'est Monsieur le Ministre un cri du cœur, vous l'aurez vu. Je voulais vous dire, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, que dans cet esprit, le président Larcher a pris la peine d'écrire au Premier ministre ce matin pour lui demander que l'examen de ce texte se fasse dans des bonnes conditions et des conditions dans lesquelles la voix du Sénat puisse porter vers une CMP positive. C'est en tout cas le souhait du président Larcher, c'est notre souhait à chacun et j'espère, Monsieur le ministre, que c'est le vôtre. Oui, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs, j'ai bien entendu ces interpellations. Pour en avoir réalisé de similaires dans un passé qui n'est pas très lointain, et vous vous en souvenez, je les entends, je les transmettrai. Nous savons tous aujourd'hui quelle est la charge de travail qui pèse sur le Parlement. J'en suis parfaitement conscient. Ce que je tiens à vous dire, et je vous remercie de vos propos, Madame la rapporteure, parce que je crois que de toute ma vie parlementaire, et même avant, j'ai toujours eu une considération particulière pour la représentation nationale et pour le bicamérisme. Et donc j'entends la difficulté des conditions de travail dans lesquelles, j'allais dire, nous sommes et qui ne facilitent pas l'examen des textes. Ceci étant, je ne voudrais pas que le Sénat pense que le gouvernement, et en particulier le ministre que je suis, ne tient pas compte de son travail, de ses observations
Et déjà, en amont d'ailleurs, nous avons intégré, vous le savez, dans le projet de loi initial un certain nombre de dispositions qui sont sorties des discussions qui ont pu avoir lieu dans le cadre de la conférence de consensus. En tout cas, personnellement, c'est dans cet esprit que je continuerai à travailler dans le respect de cette Haute Assemblée pour laquelle j'ai tant d'estime. Alors, à l'article 1er, j'ai des demandes de parole. Madame Cécile Cukierman. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pardon, mes chers... ça marche ou pas, ouais. Mes chers collègues. Tel que présenté initialement, cet article, le premier de ce projet de loi, était inacceptable. En effet, par la création de ces nouveaux outils que sont les projets partenariaux d'aménagement et la grande opération d'urbanisme, il s'agissait rien de moins que de retirer aux communes la maîtrise de leurs aménagements, puisque de telles opérations auraient pu voir le jour en dépit de la volonté des communes. Y compris, celles-ci n'auraient plus eu compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme par un mécanisme de transfert automatique. Cet article, sous couvert de partenariat collectivité-État, renforçait ainsi dangereusement le processus de transfert des compétences des communes vers les intercommunalités, notamment en matière d'urbanisme, confirmant la volonté de faire des communes des coquilles vides. Que l'État dispose de prérogatives particulières dans le cadre des opérations internationales, c'est la légitimité de la puissance publique. Que les intercommunalités puissent imposer des projets aux communes, nous ne le souhaitons pas. La Commission des affaires économiques, sous l'impulsion de la rapporteure et des amendements que nous avions déposés, a significativement modifié cet article en renforçant la place des communes. Ainsi, dorénavant, la commune est signataire de droit d'un PPA et elle pourra s'opposer au transfert de compétences concernant les autorisations d'urbanisme. C'est une bonne chose, même si nous proposons d'aller encore plus loin, notamment en rendant non seulement de droit, mais également incontournable la signature de la commune comme le signe de son accord avec ce projet. Nous estimons en effet que rien ne doit pouvoir se faire sans l'accord de la collectivité de base, échelon démocratique qu'est celui de la commune. Reste qu'à nos yeux, ce processus partenarial s'insère dans une vision très centralisatrice de l'aménagement, une vision qui ne fait pas confiance aux territoires et aux élus pour mener les politiques utiles pour leurs habitants qui répondent aux enjeux de transport, de logement, de développement économique. Que l'État soutienne les collectivités territoriales, c'est une chose, mais Monsieur le Ministre, qu'il impose sa vision de l'aménagement en est une autre. Pour notre part, nous restons fondamentalement attachés à l'échelon communal, surtout dans le cadre d'intercommunalités forcées que nous avions contestées au moment de la loi NOTRe. Nous pensons que les élus doivent porter les projets qui respectent le droit, et notamment les prescriptions en matière d'utilisation économe des sols, mais qu'en dehors de cela, alors les élus doivent conserver la maîtrise de leur territoire pour mener les projets pour lesquels ils ont été élus. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Maurice Santiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Permettez-moi en préambule de donner quelques données chiffrées et informations concernant l'habitat en Martinique. Notre île se caractérise par une faible mobilité résidentielle. Les 2/3 des ménages habitent dans le même logement depuis plus de 8 ans, contre 62% en Guadeloupe et 57% en France hexagonale. Les prix élevés de l'immobilier limitent l'accession à la propriété malgré le fort désir de devenir propriétaire chez les ménages martiniquais. Les ménages les plus jeunes et les plus modestes sont toujours en situation de surpeuplement. Le loyer moyen au mètre carré dans le parc privé est plus onéreux en Martinique qu'en Guadeloupe et dans l'Hexagone. Enfin, la croissance du parc de logement martiniquais est réelle mais insuffisante. C'est pourquoi ce projet de loi aurait pu présenter un intérêt certain pour nos territoires, sauf que nous ne sommes que peu concernés en l'état actuel des choses par ce texte. En effet, comment un texte prétendant vouloir construire plus, mieux et moins cher peut-il ne contenir aucune disposition relative au concept de résilience quant aux politiques publiques de l'habitat? De la même manière, je suis de ceux qui promeuvent une approche plus territorialisée des politiques du logement qui tendrait vers une nouvelle gouvernance publique et une meilleure adéquation avec les réalités locales, dans la mesure où il existe une forte différenciation entre cette dernière. Les approches horizontales favorisant les coopérations et les mutualisations locales
ont autant de pertinence que les approches verticales et budgétaires. Ainsi, l'évolution des organismes de logement social doit leur permettre à terme de conduire leurs actions en cohérence avec les politiques menées par les collectivités locales, les métropoles ou les départements de leur lieu d'intervention. Tout cela me conduit à dire que ce texte est loin d'être parfait. C'est pourquoi j'ai proposé un certain nombre d'amendements allant dans le sens de l'intérêt de nos territoires. Merci. Merci. Toujours dans les prises de parole, Madame Michèle Gréaume. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ces dernières années, nous avons constaté une volonté centralisatrice dans les politiques d'aménagement, rompant avec l'esprit des lois de décentralisation de 1983. En effet, depuis cette date, les communes disposent de la compétence de principe en matière d'aménagement et du pouvoir d'autorisation en matière des droits des sols. C'est une bonne chose et ce principe ne doit pas être mis en question. L'État dispose déjà du droit s'il existe des projets spécifiques répondant à enjeux particuliers d'intérêt national, d'arrêtés d'opérations d'intérêt général. Nous considérons que cette faculté doit être utilisée sans avoir recours à d'autres procédés. Car au fond, avec cet article, derrière l'affichage de partenariat, c'est bien cette volonté centralisatrice qui s'exprime, tout comme celle de faire de l'intercommunalité l'interlocuteur unique sur un territoire. Nous sommes donc particulièrement satisfaits d'avoir été entendus en commission sur le rôle central du maire et de la commune comme cellule de base de la démocratie. La rapporteure a porté avec nous des amendements en ce sens et nous estimons que l'évolution de ce texte est largement favorable. Nous considérons en effet que les élus locaux, je dirais même communaux, ne peuvent être sortis de la boucle des projets d'aménagement qui ne peuvent se concevoir sans l'accord des territoires concernés au plus près des réalités de terrain. Un bon projet, c'est un projet accepté, dialogué, travaillé en intelligence entre tous les échelons, avec tous les partenaires, de l'État à la commune, sans oublier la population. C'est cette conception de la démocratie locale que nous portons et que nous avons voulu traduire avec nos amendements. Merci. Donc, sur cet article premier, le premier amendement, le 127, qui est-ce qui le défend? Madame Cukierman. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Et ben alors là, j'y suis pas du tout, mais je vais y arriver. Si, c'est ça, c'est bon. Ça va trop vite. Bien, par cet amendement, excusez-moi. Par cet amendement, nous souhaitons aller dans le sens des travaux menés en commission qui a rendu obligatoire l'accord de la commune pour les grandes opérations d'urbanisme et aller plus loin. Nous proposons donc le respect des communes, comme nous venons de le dire dans nos deux interventions sur article, dans le cadre des nouveaux projets partenariaux d'aménagement. Ainsi, nous souhaitons que la signature des communes dont le territoire est concerné par un tel projet soit non seulement de droit, mais surtout un élément non négociable, indispensable et incontournable pour permettre l'existence même du projet partenarial, support des grandes opérations d'aménagement. Nous demandons donc à travers cet amendement, comme une formalisation de l'accord de la commune, que sa signature soit obligatoire et non de droit. Et ce n'est pas qu'un problème de formulation, mais je pense que c'est bien une question de fond. Les communes sont le poumon démocratique de notre République. Nous n'entendons pas participer et permettre, par les réformes successives, leur dévitalisation, par absorption de leurs compétences par des intercommunalités géantes, la plupart du temps imposées plus que voulues. Je ne vais pas rouvrir ici les débats que nous avons eus, parfois passionnés mais nécessaires, et dont nous voyons en tout cas les dégâts sur nos territoires au moment de la loi NOTRe. À nos yeux, le maire doit donc pouvoir justifier auprès de ses concitoyens des projets d'aménagement sur son territoire. Il est donc normal qu'il soit signataire de tout contrat ou projet dont l'assise est le territoire communal. C'est la base même de notre démocratie. Tel est le sens de notre amendement. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la commission? Oui, le projet partenarial d'aménagement
n'intervient pas au stade opérationnel des projets. Il permet simplement aux parties de s'accorder sur les grandes lignes d'aménagement. Je vous rappelle également que les communes qui le désirent sont signataires de droit d'un PPA en vertu du texte qui a été adopté par la Commission. Donc aujourd'hui, je pense qu'il serait plutôt dommage d'empêcher la signature d'un PPA simplement parce qu'une commune qui peut ne pas être intéressée n'en aurait pas exprimé le souhait d'en être signataire. Et comme vous l'avez rappelé, la Commission, dans les grandes opérations d'urbanisme, elle a bien instauré l'avis conforme des communes, ce qui garantit qu'aucune commune ne pourra se voir imposer un projet. Donc l'équilibre semble être atteint par le texte de la Commission. Il permet néanmoins au stade des PPA de faire naître les projets sans les imposer forcément aux collectivités, sachant qu'ensuite l'accord des communes a été bien évidemment entériné dans le cadre des amendements de commission. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un avis défavorable, pas totalement avec les mêmes explications que Madame la rapporteure, mais je pense qu'il convient de rappeler que ces projets partenariaux sont issus de la décision des collectivités. Ce n'est pas un partenariat qui est imposé par l'État. Merci. Donc sur cet amendement, j'ai des explications de vote, pas d'explication de vote, donc je le mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement suivant, le 126, Madame Cukierman, Monsieur Gay. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Par cet amendement, nous souhaitons exclure les personnes privées comme partenaires des projets partenariaux d'aménagement. En effet, nous considérons que ces projets doivent être uniquement signés par des personnes publiques, puisqu'ils traduisent l'ambition de la puissance publique qui dispose seule de la légitimité démocratique pour l'aménagement d'un territoire. Que des personnes privées soient intéressées par exemple aux grandes opérations d'urbanisme, c'est évidemment une chose. Une autre est de les placer en signataires de ce contrat. Nous estimons donc qu'il convient de recentrer les signataires de ce projet sur les personnes publiques qui représentent l'intérêt général. C'est tout le sens de notre amendement. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Il sera un avis défavorable parce que je pense qu'au contraire, inclure ces personnes privées, aménageurs, promoteurs de grandes opérations, exploitants de transport, de réseaux ou encore propriétaires fonciers de la zone, c'est vraiment avoir l'assurance dès le stade de amont du projet, de conception du projet, que toutes les parties prenantes sont bien réunies autour de la table. Donc l'avis est défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Avis défavorable pour les mêmes raisons. Merci. Donc j'ai pas d'explication de vote sur cet amendement. Donc je mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Ensuite, nous avons 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Donc le 1083, Madame Estrosi Sassone. Alors, c'est un avis rédactionnel de précision juridique qui est en discussion commune avec les amendements qui vont suivre. Donc, voilà, c'est tout. Alors, ensuite, l'amendement 780, amendement du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, par cet amendement présenté par le gouvernement, l'objectif que nous poursuivons, c'est de supprimer effectivement la condition d'avis conforme des communes pour la qualification de grandes opérations d'urbanisme, en précisant qu'en cas d'avis défavorable d'une commune, la qualification de grande opération d'urbanisme peut intervenir par arrêté préfectoral motivé, avec la suppression donc de la condition d'avis conforme des communes au transfert à l'EPCI de la compétence en matière de droit d'application des sols. En fait, ce que le gouvernement propose, c'est le retour au texte issu de l'Assemblée nationale. Merci. Donc, amendement identique. Monsieur Ménonville. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il est défendu. Défendu. Nous avons ensuite un amendement 518, Monsieur Daubresse. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues.
En fait, cet amendement de la commission des lois a été déposé pour contribuer au débat, parce que nous sommes évidemment d'accord les uns et les autres pour dire qu'on ne peut pas imposer une opération contre l'avis des communes et on ne peut pas évidemment reprendre le permis de construire au maire, et ce n'est pas à l'intercommunalité de se substituer au maire. Donc nous sommes en phase avec la commission des affaires économiques là-dessus. De même que nous sommes en phase, Monsieur le ministre, pour ne pas être d'accord avec vous et pour considérer que réintroduire le rôle d'arbitre du préfet lorsqu'une commune s'oppose à la qualification d'une grande opération d'urbanisme est une ingérence qui n'est pas justifiable dans le contexte actuel où on ne cesse de reprendre des compétences et d'imposer des charges nouvelles aux collectivités. Par contre, nous avons voulu regarder pragmatiquement ce que l'on pouvait faire quand il y avait un blocage entre une grande opération d'urbanisme et une commune qui s'y oppose, pour regarder si on pouvait trouver une solution autre qu'une solution d'avis conforme. J'entends que la position de ma collègue rapporteure de la commission des affaires économiques est parfaitement claire et a le mérite de la lisibilité, mais l'amendement de la commission des lois vise à la fois à replacer les communes au centre du dispositif, tout en se prémunissant contre d'éventuels risques de blocage. Pour avoir quelque expérience en la matière, je crains que si on a une opération de ce type, qu'une commune s'y oppose et qu'on dit avis conforme, l'État qui est sorti par la fenêtre ne rentre par la porte en proposant une opération d'intérêt national et que du coup on ne puisse plus rien faire. C'est la raison pour laquelle nous proposons ce qui est classique dans les relations entre les communes et les intercommunalités, une majorité qualifiée pour continuer cette grande opération d'urbanisme. Mais pour être clair avec ma collègue Dominique Estrosi, c'est pour contribuer au débat si jamais par hasard il y avait une commission mixte paritaire, et donc je suis prêt à retirer cet amendement dans l'intérêt général. Merci. Donc, dernier amendement en discussion commune, le 541, Monsieur Donis. Oui, on est là dans une partie importante du texte de ce premier article. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous faire remarquer que lors de la Direction générale, vous avez pris quelques libertés avec les faits quand vous m'aviez rappelé que sur le PLUI, j'avais été favorable au transfert. Absolument pas, et on peut reprendre les différents débats à l'époque. Au contraire, et contre un gouvernement pour qui j'avais un regard des plus affectueux et un soutien constant. À l'époque, m'étais battu parce que je pense que c'est une erreur fondamentale que cette vieille lune des technostructures d'État de vouloir à tout prix qu'il y ait ce transfert de compétences des droits du sol automatique de la commune vers l'intercommunalité. Et c'est pour cela que nous déposons un amendement, y compris qui va au-delà des avancées de la Commission, car à la fois pour des raisons de fond, de créer cette exception est dangereux pour l'avenir, et certainement pas au Sénat, il appartient de créer une telle exception, mais aussi pour des raisons extrêmement pratiques, pragmatiques. Le projet se construit au niveau du territoire dans la concertation. Il ne peut pas s'inscrire de façon imposée. Et enfin, le bouquet, c'est la possibilité de donner à l'État, au préfet, la possibilité de passer outre l'avis de la commune concernée ou des communes concernées, au cas où il y ait eu, dans le stade premier, dans le PPA ou la GOU, un non-respect des volontés ou des désaccords exprimés. Et c'est pour cela que nous vous proposons cet amendement qui va dans le droit fil des travaux de la Commission, que nous serons fermement, dérésolument opposés à l'amendement du gouvernement qui est en discussion commune, de façon ici au Sénat à avoir une cohérence et préserver avant tout le rôle des maires, de leurs conseils municipaux, pour que l'intelligence du territoire prime sur l'imposition qu'il peut y avoir dans des rapports de force et des victoires à la Pyrrhus. Merci. Donc l'avis de la Commission, Madame Dominique Estrosi Sassone.
Merci Monsieur le Président. Donc sur l'amendement du gouvernement, l'avis sera bien évidemment défavorable, vous l'aurez compris Monsieur le Ministre. On l'a dit, on l'a redit ici sur tous les bancs de l'hémicycle. La Commission des affaires économiques s'est opposée à cette mesure du projet de loi initial parce qu'elle organise une véritable dépossession des maires de leurs prérogatives les plus fondamentales. Et comme l'a rappelé à l'instant Marc Denis, le fait qu'un arrêté du préfet du département puisse passer outre l'avis défavorable des communes et forcer en quelque part la qualification d'une grande opération d'urbanisme, cela revient finalement à conférer au préfet le pouvoir de décider qui de la commune ou de l'EPCI se prononcera sur le permis de construire ou sur le permis d'aménager. Par ailleurs, on a rappelé que tout transfert de compétences vers l'échelon intercommunal doit nécessairement se faire avec l'accord express des maires. Donc l'avis sera également défavorable sur l'amendement identique de M. Menonville, sur l'amendement de mon collègue Marc-Philippe Daubresse, commissaire aux lois. Donc j'ai donné un avis défavorable parce que je n'ai pas souhaité modifier plus le texte. Le texte de la Commission aujourd'hui garantit qu'aucun maire ne pourra se voir imposer un projet d'aménagement qu'il ne souhaite pas. Donc l'avis sera également défavorable. Et enfin, sur l'amendement de Marc Denis et d'un certain nombre de ses collègues du groupe socialiste, je pense que votre amendement n'apporte rien de plus au texte du projet de loi, parce que la Commission a d'ores et déjà prévu que tout transfert de compétences à l'EPCI doit impérativement recueillir l'avis conforme des maires. Et lorsque le maire est consulté sur la création de GOU, il devra préciser s'il accepte, oui ou non, ce transfert à l'EPCI. Donc je pense que la rédaction qu'on a donnée en commission, elle est plus incitative, peut-être à mener aussi une réflexion sur ce transfert temporaire de compétences et en tout cas à amorcer un véritable dialogue entre le maire et l'EPCI. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Merci Monsieur le Président. L'amendement du gouvernement étant en contradiction avec presque l'ensemble des autres amendements, je donnerai un avis défavorable aux autres amendements tout en précisant par rapport aux explications fournies par le ministre Daubresse que cet amendement a le mérite d'essayer de résoudre une difficulté qui est évidente dans ce type de situation, c'est lorsqu'il y a une commune qui veut impérativement bloquer le processus. Donc la proposition qui est faite dans l'amendement du ministre Daubresse, c'est de prévoir une majorité qualifiée plutôt qu'une décision du préfet pour la qualification de grande opération d'urbanisme en cas de refus d'une commune. Je pense que c'est une idée intéressante. La difficulté en regardant juridiquement si cet amendement pouvait prospérer, c'est qu'il me paraît en contradiction avec une jurisprudence assez univoque aujourd'hui du Conseil d'État. Je vais regarder encore ce qu'il en est. En l'état, je donne un avis défavorable, mais en considérant effectivement que ce que nous souhaitons, il faut dire les choses très clairement, il ne s'agit pas de porter atteinte aux droits et au pouvoir des maires. Mais si vous avez une grande opération d'urbanisme, qui est voulue par des collectivités et qu'il y ait un blocage qui corresponde à un droit de veto, il faut bien essayer de trouver une solution puisqu'on répond à une demande des collectivités locales. Je dirais que la différence fondamentale par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire les opérations d'intérêt national. De mémoire, il doit y en avoir 28, et la dernière ayant été créée en 2015 sur de mémoire à Clichy. Sur les grandes opérations d'intérêt national, là, l'avis du maire, je pense qu'il n'est pas du tout au même niveau que ce que nous proposons dans le texte qui est présenté au Parlement. Et justement, ces grandes opérations, c'est pour faciliter la démarche et les opérations qui sont voulues par des collectivités locales. C'est le seul but. Si les collectivités locales ne veulent pas créer un PPA avec une grande opération d'urbanisme, il n'y aura jamais de création. Voilà quelle est aujourd'hui la réalité. Donc, voilà les explications que je vais donner. Je crois que la question soulevée par M. le ministre Daubresse correspond effectivement à une véritable difficulté que nous allons essayer de résoudre.
Merci. Donc sur ces amendements, explication de vote, Monsieur Dallier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais m'exprimer pour soutenir la position de la Commission. Monsieur le Ministre, vous nous dites qu'il ne s'agit pas là de déposséder les maires de leurs prérogatives. Mais excusez-moi, c'est exactement de ça dont il s'agit. Alors, de deux choses l'une. Soit on souhaite effectivement conserver, et j'allais dire définitivement, mais je dois vous dire, mes chers collègues, que je n'y crois pas, parce que je vois bien le sens de l'histoire que nous dessinent certains. Petit à petit, mesure après mesure, les communes sont dépossédées d'une partie de leurs prérogatives au bénéfice des intercommunalités. Et on voit bien que les propositions dont nous discutons vont dans le même sens. Mais pour le coup, les choses sont blanches ou noires, Monsieur le Ministre. Si nous adoptions ce que propose le gouvernement, oui, nous allons déposséder les communes de leurs prérogatives. Et je ne suis pas non plus favorable à la position de Marc-Philippe Daubresse, parce que la majorité qualifiée, effectivement, vous pourriez considérer que c'est un mi-chemin entre l'avis conforme des maires et la position du gouvernement. Mais il faut voir aussi comment ça se passe sur le terrain. Maintenant que je la pratique un peu, l'intercommunalité, dans mon EPT au sein de la métropole du Grand Paris, et particulièrement sur les sujets de l'urbanisme, je dois vous assurer que c'est très très compliqué. Et donc si on introduit la majorité qualifiée, on revient à déposséder les maires de leurs prérogatives. Si les intercos veulent fonctionner, elles n'ont qu'à rechercher le consensus. C'est cela qu'il faut dire. Alors les positions de veto absolu d'un maire qui s'opposerait mordicus à tout projet, je ne vais pas vous dire que ça ne peut pas exister, Monsieur le Ministre, effectivement que ça peut survenir. Mais est-ce que pour quelques cas comme cela, on va aller mettre le doigt dans l'engrenage? Parce que ce que l'on nous propose avec la majorité qualifiée, c'est de mettre le doigt dans l'engrenage. Et moi, je n'en veux pas. Voilà pourquoi je pense que la position de la Commission est la bonne. Merci. Madame Valérie Létard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour tout vous dire, je serais heureux d'avoir quelques précisions parce qu'il y a une chose que j'aimerais que vous nous expliquiez sur la teneur de cet amendement, à savoir, lorsque l'on parle d'unanimité ou de majorité qualifiée, pour obtenir effectivement la possibilité de mener une grande opération d'urbanisme, est-ce que cela concerne uniquement les communes sur le périmètre desquelles va se faire la grande opération d'urbanisme ou sur l'ensemble des collectivités locales de l'intercommunalité? Car une grande opération d'urbanisme peut toucher 2-3 communes d'une interco de 30, 40 ou 50 communes. Et donc, forcément, la réalité n'est pas la même. Et on peut se poser la question, comment a-t-on l'unanimité et est-ce qu'on peut avoir le même regard de toutes les collectivités selon qu'elles sont concernées ou pas? Et est-ce qu'on peut trouver l'unanimité lorsqu'une grande opération d'urbanisme, en fait, est concentrée sur quelques communes et n'intéresse peut-être pas au même titre l'ensemble? Alors, cette question, elle est compliquée, mais on peut imaginer que des grandes opérations d'urbanisme, si elles ne concernent qu'une petite partie du territoire, voient très rarement le jour. Or, moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que tel qu'on définit la réalisation d'une grande opération d'urbanisme, on a sorti le préfet, c'est-à-dire que c'est vraiment sur la base du volontariat des collectivités, sans le préfet qui existe une espèce de pouvoir de tutelle dessus. Plutôt qu'une opération d'intérêt national où là c'est l'État qui porte carrément les choses, moi je m'interroge et je me dis, est-ce qu'une grande opération d'urbanisme sur la base du volontariat, sans l'autorité du préfet, n'est pas plus appréciable qu'une OIN où en fin de compte les collectivités n'ont absolument plus rien à dire? Je n'ai pas la réponse, je veux juste des précisions. Monsieur Donis. Le débat, mon intervention s'inscrira aussi dans la droite ligne de ce qui a été dit précédemment. Pourquoi créer à nouveau, dans un domaine où l'on sait celui de l'urbanisme, où on a tout intérêt à avoir une prudence chaque fois que nous modifions les choses? Bien. On sait qu'on va de simplification en simplification annoncée et ressentie sur le terrain de plus en plus de complexité, une insécurité juridique. Très bien. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, si on nous propose, et ça peut être une bonne chose, ces projets partenariaux et ces grandes opérations d'urbanisme en outils, c'est qu'ils doivent répondre à un manque et non pas être en homothétie avec un dispositif existant.
Or, c'est comme ça que nous avons travaillé dans la commission, se dire, nous avons là la possibilité d'intercaler un dispositif pour les collectivités et les intercommunalités qui leur permettent de ne pas avoir recours à une demande aussi lourde que celle consistant à avoir une opération d'intérêt national, un OIN avec tout ce que cela veut dire en termes de dessaisissement, en termes de lourdeur, en termes de... Très bien. Et d'avoir un dispositif qui soit adapté. Ça veut donc dire, et vous l'avez rappelé fort justement, Monsieur le Ministre, partant des besoins du terrain. Fort bien. Mais alors, pourquoi en ce cas créer un régime d'exception avec un double cliquet qui consisterait dans un premier temps à imposer aux communes concernées, si elles ne sont pas partantes, un dispositif, et deuxièmement, et en cas de désaccord, à ce que ce soit le préfet qui tranche. Ces deux éléments défigurent, j'allais dire, l'intention et l'outil qui est mis à disposition. Et enfin, un dernier point qui est assez significatif, c'est pour ça, c'est l'amendement que j'avais proposé en commission. Il importe d'avoir aussi une répartition qui soit négociée, d'où une spatialisation. Et l'amendement de Madame la rapporteure intègre cela, la demande que nous avions faite, et c'est pour ça que nous voterons l'amendement de la rapporteure. Merci. Explication de vote, Madame Cukierman. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À la présentation de ces amendements, j'ai envie de dire, il y a un double état de sidération. Et ça ne s'annule pas, malheureusement. Le premier, c'est sur l'amendement du gouvernement et dont une partie de nos collègues du RDSE ont déposé le même. Monsieur le Ministre, vous nous avez expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter et qu'on a laissé le pouvoir aux maires. Et avec votre amendement et la volonté de réécrire, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, le texte tel qu'issu de l'Assemblée nationale, eh bien vous faites exactement le contraire. Et j'ai envie de dire, si dès à présent et dès les premiers alinéas de l'article 1, on prenait votre amendement, il y aurait beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes à avoir, parce que cela veut dire que finalement, votre nouveau monde s'inscrit dans la continuité totale de l'ancien monde, qui est celle de construire une république qui vise à dévitaliser les communes, projet de loi après projet de loi, et à détruire finalement ce qu'est la cellule de base de la démocratie. Deuxième sidération, là, qui est celui de la commission des lois. Parce que je ne vois pas ce vers quoi cet amendement peut aller. Bien évidemment, il est au milieu du chemin. Alors, certains diront que c'est un moindre mal, que c'est moins pire. D'autres diront, ouais, mais c'est pas non plus mieux. Mais quand même, quand nous savons les débats qu'il y a eu ici, au sein de la commission des lois, au moment de la loi NOTRe, de ce qu'un certain nombre ont pu voter, puisqu'une majorité sénatoriale a voté un texte sorti du Sénat sur la loi NOTRe, en acceptant des compromis, en se disant on va lâcher sur ça pour obtenir sur ça, l'intérêt du Sénat et son grand rôle dans la commission mixte paritaire, qu'il fallait préserver, pour finalement, 2 ans après, 3 ans après, sans qu'il y ait proposition de loi sur proposition de loi, de cette même majorité expliquant que franchement la loi NOTRe c'est une catastrophe sur notre territoire et qu'il faut redonner le pouvoir aux communes et qu'il faut arrêter d'imposer les regroupements obligatoires et les remontées de compétences. Donc sérieusement, je pense que cet amendement de la commission des lois n'a pas sa place ici. Nous, personnellement, nous ne le voterons pas. Nous voterons l'amendement de la rapporteure, l'amendement du groupe socialiste s'il est maintenu, et nous nous opposerons aux autres amendements. Et sérieusement, je crois qu'il faut avancer dans ce sens-là. Merci. Monsieur Martial Bourquin. Oui, quelques mots pour dire qu'on est sur la question du droit des sols. Et le droit des sols doit rester le pouvoir du maire. Dans tous les cas de figure, des communes sans droit des sols ne sont plus réellement des communes. Et donc, les interventions de mes collègues auparavant ont bien fait de dire que toutes les dérogations, progressivement, amènent à une mise en cause du droit des sols par les maires et leur conseil municipal. Et
Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut voter l'amendement du rapporteur et de Marc Daunis. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une recentralisation impressionnante. Et ça serait une raison de plus de recentraliser des choses et de mettre encore des coups à cette décentralisation que beaucoup ont voulu dans cet hémicycle. Et donc, je crois que les exceptions, un jour ou l'autre, finissent par une mise en cause. Et on sait très bien qu'il y a une idéologie qui nous dit qu'en gros, on a trop de communes. On nous dit aussi que non seulement on a trop de communes, mais qu'il faudrait que 6 000 intercommunalités, ce serait mieux que 36 000 communes. Je préfère que pour la cohésion nationale, pour la cohésion de nos territoires, on garde des communes avec des pouvoirs et qu'il y ait certes une intercommunalité, mais je vous donnerai un exemple, par exemple. On a, nous, évité un très gros pépin en ayant pu dire non à un très grand projet de ZAC à l'époque. Et quand on dit qu'aujourd'hui, ça pourrait mettre en cause certains grands projets, ça pourrait aussi sauver certains projets, certains territoires. Par exemple, on a parlé des grandes surfaces ou d'autres projets comme ceux-ci. Eh bien, il est important que des communes aient tous leur droit à donner leur avis. Donc, un pouvoir des sols au maire est sans exception. Merci. Monsieur Daubresse. Oui, je voudrais rappeler à Mme Cukierman qu'elle n'est pas habilitée à parler au nom de la Commission des lois et que la Commission des lois, bien sûr vous avez le droit de donner votre avis, et que la Commission des lois a voté à une large majorité l'amendement en question. Mais j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec votre manière de parler aussi. Bon. Et donc, je vous dis juste, madame. Bon, s'il vous plaît, merci. Écoutez-vous. Que j'ai présenté mon amendement de manière très constructive en disant que j'étais prêt à le retirer et que je voulais juste éviter qu'en cas de blocage d'une commune, on se retrouve avec une imposition d'une opération d'intérêt national par l'État. Je dis juste aussi, pour contribuer au débat, que quand nous sommes dans une intercommunalité, on définit ce qu'on appelle l'intérêt communautaire. Et l'intérêt communautaire qui suppose un certain nombre de transferts de compétences se vote toujours à une majorité qualifiée. Je dis juste enfin que lorsqu'on vote un plan local d'urbanisme, loi ALUR, il doit être voté en première lecture à l'unanimité. Mais en deuxième lecture, quand on n'y est pas arrivé à l'unanimité, on a une majorité. Donc à un moment donné, il faut bien se rendre compte que dans la vraie vie, il se passe un certain nombre d'allers-retours parce que le consensus à l'unanimité ne se trouve pas toujours. Et je veux juste éviter que, faute d'unanimité, on se retrouve avec une imposition d'État. C'était ma contribution au débat et constructivement, je retire l'amendement et je soutiens celui de la rapporteure. Merci. Madame Sophie Primas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur et Madame les rapporteurs. Évidemment, au Sénat, nous ne pouvons pas enlever les prérogatives à un maire. Il ne s'agit pas de protéger cette espèce en voie de disparition que sont les maires et qui, au passage, on pourrait nous accuser de protéger notre corps électoral. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de protéger la démocratie. Car qui d'autre que les maires sont élus au suffrage direct par leurs concitoyens? Et ce n'est pas le cas des EPCI et des EPCI qui prennent leurs responsabilités et qui prennent la décision de ses goûts. Donc je pense qu'en votant l'amendement de Madame le rapporteur, en réalité, nous protégeons la démocratie directe et la démocratie la plus élémentaire, qui est celle qui se passe dans nos communes. N'y voyez aucune attaque personnelle contre le gouvernement, mais nous ne pouvons pas accepter ici au Sénat que des préfets prennent la main sur des maires et sur des élus. Merci. Monsieur le ministre. Oui. Ce n'est pas moi qui ai dit un jour les élus sont trop nombreux et trop coûteux. Ce n'est pas moi qui ai voté la fusion obligatoire des intercommunalités. Ce n'est pas moi qui ai voté la fusion obligatoire des régions. Ce n'est pas moi qui ai voté la loi NOTRe. Donc je veux bien recevoir des leçons, mais de ceux qui sont restés dans la cohérence. Donc, très clairement, là-dessus, on va revenir aux fondamentaux.
Quels sont les fondamentaux? Je l'ai dit, une grande opération d'urbanisme, avec ce système, elle ne peut exister que si elle est voulue par les collectivités locales. Et effectivement, il peut y avoir, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le droit des collectivités locales, il y a les systèmes de majorité qualifiée par rapport aux intercommunalités, et c'est ce qu'avait d'ailleurs très sagement exposé le rapporteur de la commission des lois. Croyez-vous que le gouvernement ait proposé la création de ces projets partenariats pour le plaisir de les proposer? Non, c'est parce qu'un certain nombre d'élus nous ont saisis de leurs difficultés, de toute sensibilité. J'ai sous les yeux le courrier du président de Saint-Étienne Métropole, j'ai sous les yeux... Eh ben oui, j'ai sous les yeux le courrier du président de Mulhouse, j'ai le courrier du président de Strasbourg, j'ai l'excellent courrier du président de la métropole de Bordeaux. Bon. Et donc, évidemment, il y a aujourd'hui un certain nombre de projets qui nécessitent d'avoir une vision territoriale, de faciliter. Et c'est le seul objectif qu'a l'État. Il ne s'agit pas d'aller faire le procès des maires, que j'ai toujours défendu, que je continuerai à défendre. Il s'agit sur des dossiers importants qui sont voulus par les collectivités locales, de permettre la réalisation facilitée de ces projets. Effectivement, quand il y a une possibilité de droit de veto, eh bien, il n'y aura jamais de projet partenarial et de grande opération d'urbanisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Sinon, il n'y a pas d'autres explications de vote. Donc, je mets au vote l'amendement 1083 présenté par Madame Estrosi Sassone au nom de la Commission des affaires économiques, avec un avis défavorable du gouvernement. Avis favorable, effectivement, de la Commission et pour cause. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le 1083 est adopté et les deux amendements suivants tombent. Je mets aux voix maintenant le 541. Donc le 541 qui avait deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Sur le 541, qui est pour? Qui est contre? Donc le 541 n'est pas adopté. Alors ensuite, l'amendement 540, Monsieur Donis. Défendu précédemment. Donc le 540 est défendu. Sur le 540, avis de la Commission, Madame Dominique Estrosi Sassone. L'avis est un avis défavorable parce que je pense que l'accord du préfet est garanti la contrepartie de l'accord des maires qui pour nous reste véritablement un garde-fou impérieux. Donc l'avis est défavorable sur l'amendement. Monsieur le Ministre, même avis. Monsieur Donis. Il y a quand même un petit point là-dessus. Je croyais, étant déjà intervenu, que la réponse aurait évolué. Parce que la grande opération urbaine, du fait de ses dimensions ou de ses caractéristiques, nécessite un engagement conjoint et renforcé de l'État et de l'EPCI. Et elle est inscrite dans un contrat de partenariat, le fameux PPA. Elle est donc, cette GOU, nécessairement précédée de la conclusion du contrat de projet partenarial. Et ce contrat, signé avec l'État, aura déjà qualifié l'opération d'aménagement de grande opération urbaine et en aura précisé et les dimensions et les caractéristiques. Dès lors, pourquoi à nouveau le projet de loi prévoirait que l'État donne son accord préalablement au lancement de la GOU? Je rappelle que la GOU est un outil à l'initiative des collectivités et solliciter de nouveau l'accord du représentant de l'État paraît à ce stade, superfétatoire. Soit il est superfétatoire, soit il est dangereux. Il est dangereux pour les raisons que nous avons exprimées précédemment et va dans le sens de ce que souhaite la Commission. Sinon, il est superfétatoire et je m'étonne
qu'on encourage la loi bavarde. Merci. Donc sur cet amendement, est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Je ne vois pas d'autres explications de vote, donc je le mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc il n'est pas adopté. Ensuite, 2 amendements identiques. Monsieur Théophile, le 359 rectifié bis. Monsieur le Président, mes chers collègues, selon l'Observatoire national de la biodiversité, globalement, près de 67 000 hectares par an en moyenne ont été détruits par artificialisation sur la dernière décennie. Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a permis la mise en place de projets urbains plus économes en espaces agricoles et naturels via un dialogue renforcé entre les différents acteurs de l'aménagement. Alors il est vital de rendre nos territoires résilients, appliquer en amont des projets une logique d'aménagement fondée sur le principe d'évitement et de réduction est seul garant de la pérennisation du capital généré par les espaces agricoles et naturels. Or, la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est via un avis conforme, est l'outil privilégié d'une artificialisation compatible avec les enjeux socio-environnementaux et économiques aujourd'hui et de demain. Tel présenté cet amendement. Merci. Donc, amendement identique, Monsieur Antiste. Le même, donc il est défendu. L'avis de la Commission, Madame Estrosi Sassone. Alors, ce sont 2 avis défavorables parce qu'au stade de la qualification de la GOU, seul le périmètre de GOU est délimité. Il ne s'agit pas du tout d'une modalité concrète de réalisation d'un projet ni d'une autorisation d'urbanisme. Et dans ce cadre-là, je ne vois pas pourquoi la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait des éléments plus précis pour se prononcer. À ce titre, il ne me paraît pas justifié de requérir son avis à ce stade-là de la délimitation du périmètre de la GOU. Donc l'avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Même avis. Même avis du gouvernement. Est-ce que j'ai des explications de vote sur ces 2 amendements identiques? Pas d'explication de vote, donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, donc ils ne sont pas adoptés. Alors 3 amendements dans le cadre d'une discussion commune, le 779, Monsieur le ministre, amendement du gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement a pour objet effectivement de rétablir le dispositif du projet de loi initial qui prévoyait la possibilité de réalisation et de gestion d'équipements relevant de la compétence du commune par l'intercommunalité qui est l'intercommunalité à l'initiative de la grande opération d'urbanisme. Ce mécanisme proposé privilégiait le consensus parce que d'une part, la commune concernée est signataire du contrat de projet partenarial avec l'intercommunalité. D'autre part, la disposition prévoyait comme scénario central un accord entre la commune et l'intercommunalité sur la réalisation de l'équipement par l'intercommunalité et elle ne prévoyait que comme dernier recours que l'intercommunalité puisse assurer la réalisation des équipements publics en cas de refus de la commune. La Commission des affaires économiques a supprimé ce mécanisme, ce qui effectivement est contraire à l'objectif initial. Donc, j'ai proposé donc le rétablissement, mais j'ai entendu la crainte justifiée que la commune doive gérer un équipement qu'elle n'aurait pas construit. Et l'amendement que je vous propose répond à cette préoccupation en introduisant donc un accord de la commune à la remise de l'ouvrage. Merci. L'avis de la Commission sur... Ah pardon, discussion commune, désolé. Donc, Monsieur Requier. Oui. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce présent amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la possibilité pour le préfet de passer outre l'avis défavorable d'une commune afin de permettre à la collectivité territoriale qui est à l'initiative de l'opération de construire ou d'adapter les équipements publics nécessaires. Il s'agit donc, comme on l'a déjà dit, de prévenir d'éventuelles situations de blocage. J'insisterai sur 2 termes. D'une part, c'est la possibilité pour le préfet, dans la possibilité,
Et d'autre part, c'est un équipement public qui est donc nécessaire. Merci. Dans la discussion commune, l'amendement de la commission, Madame Estrosi Sassone. Amendement rédactionnel, Monsieur le Président. Amendement rédactionnel. Donc, l'avis de la commission sur les deux amendements précédents. Alors l'avis sera défavorable parce que, vous l'aurez compris, on est fermement opposé à tout transfert des compétences vers l'échelon intercommunal sans qu'il soit fait avec l'accord des maires et qu'on ne veut pas d'une mesure qui était donc dans le projet de loi initial qui revient sur la possession pour les maires de leurs prérogatives les plus fondamentales. Et effectivement, dans ce cas de figure, nous y sommes plus particulièrement opposés parce que l'EPCI, finalement, pourrait construire une école ou un équipement, une infrastructure d'assainissement sur le territoire d'une commune qui serait opposée. Donc, vous avez simplement fait état, Monsieur le Ministre, de la gestion et la responsabilité à la fin de l'opération d'aménagement qui devrait, elle, requérir l'accord du maire. Mais pour nous, ça ne nous satisfait absolument pas parce que ça n'empêcherait pas l'EPCI de construire sur le territoire d'une commune qui ne le souhaiterait pas des équipements publics. Donc, l'avis reste bien un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur le 1114 qui a un caractère rédactionnel. Sagesse. Donc, dans les explications de vote, Monsieur Lurel. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, j'aimerais faire une remarque sur l'amendement présenté par le gouvernement, le 779. Lorsque un EPCI ou une collectivité construit pour compte de tiers, les travaux pour compte de tiers en comptabilité, et lorsque vous remettez l'ouvrage, comme c'est prévu dans le dernier alinéa de cet amendement, vous devez garder cet immeuble ou cet équipement pendant au moins 5 ans. Sinon, c'est vous qui faites les dotations aux amortissements. Donc, c'est une charge supplémentaire pour les communes. Et je ne suis pas sûr qu'en comptabilité, ce soit possible. Merci. Donc, explication de vote. Monsieur Donis. Oui, là aussi, on peut regretter le dépôt par le gouvernement d'un tel amendement. D'une part, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, nous avons tout intérêt à ce que dans le PPA et la GOU, il y ait la spatialisation des équipements, ce consensus, la répartition, par exemple qu'il n'y ait pas la tentation, si d'aventure on pouvait passer outre l'avis des maires concernés, à ce que les équipements qui soient éventuellement les moins valorisants par rapport au projet, les plus pénalisants en termes de nuisances, soient concentrés dans une seule commune en fonction d'un intérêt général compris d'une certaine façon. Bref, ce qui peut se faire parfois quand on peut le constater sur les territoires. Mais c'est sur le fond. On a eu l'échange précédemment, je n'y reviendrai pas, mais c'est sur le fond de la démarche. Soit, Monsieur le ministre, vous actez cette volonté du Sénat de s'inscrire de façon positive par rapport au texte concernant ce titre 1 et le travail qui a été fait pour retrouver un consensus large. Regardons comment ont été votés jusqu'à présent les amendements de Madame la rapporteure. Très large. Un consensus sur des fondamentaux qui replacent bien les rôles et fonctions de chacun à leur juste niveau, le bon niveau de débat à l'intérieur des territoires, les moyens équilibrés pour pouvoir arriver à ce que ces consensus relèvent de l'intérêt général et non pas d'une imposition brutale. Et c'est le travail qui a été effectué par la Commission. Et là, à travers les quelques amendements que vous avez présentés, on a l'impression qu'il y a une volonté, pardonnez-moi, un peu de détricotage, en tout cas de défaire ce consensus, et à partir de ce moment-là, on s'interroge, quelle est la volonté? Est-ce qu'il s'agit de trouver un équilibre et que tout cela puisse être vu en commission mixte paritaire de façon sereine, ou de passer outre un avis unanime exprimé par le Sénat? C'est un peu la question de fond qui peut transparaître dans les débats et les échanges que nous avons. Merci. Donc, Monsieur Philippe Dallier.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais soulever un petit problème de cohérence quand même. Parce qu'à partir du moment où nous avons adopté l'amendement de la Commission qui rétablit l'avis conforme du maire, cet amendement, on se demande de quoi il traite. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, à partir du moment où la commune est d'accord, on imagine qu'elle est d'accord pour les équipements publics de toute nature qui vont avec l'opération. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi le gouvernement ne retire-t-il pas cet amendement? Si on se place dans le cas de figure où vous espérez qu'on rétablisse à l'Assemblée le texte du gouvernement, celui-là d'amendement, enfin, il m'inquiète. Il devient un peu particulier puisque on pourrait imposer à une commune une grande opération d'urbanisme, décider que tel ou tel équipement public soit nécessaire, et puis au bout du compte dire bon bah finalement la commune peut ne pas intégrer cet équipement dans le domaine communal. On va se trouver dans des situations quand même assez étonnantes. Imaginons le cas d'une école maternelle ou primaire, imagine-t-on que c'est le PCI qui va gérer ça sur le territoire de la commune après que l'opération. Enfin, ça me paraît quand même. On aboutirait à des situations quand même assez étonnantes, je trouve. Donc je pense que, étant donné que le Sénat a pris une position et a imposé l'avis conforme des maires, l'amendement du gouvernement, à mon avis, n'a plus de logique ni plus de sens relativement au texte que nous venons d'adopter. Merci. Monsieur Dantec. Oui, je soutiendrai l'amendement du gouvernement. J'ai cru comprendre qu'on ne serait pas obligatoirement extrêmement nombreux, mais vous noterez probablement ma cohérence. Je crois qu'on est sur une discussion assez importante qui est sur le rôle de l'intercommunalité. J'ai été un peu surpris de certains discours, y compris de mes camarades socialistes, avec lesquels j'ai souvent des points d'accord, mais on s'est quand même battu pour le renforcement de l'intercommunalité. Et on parle de grands projets. Le grand projet, il est à l'échelle de l'intercommunalité. Et effectivement, il est légitime démocratiquement, puisque cette intercommunalité, ce n'est pas une décision de l'État, c'est bien une décision au départ des citoyens qui ont voté dans les communes et créé une majorité à l'échelle de l'intercommunalité. Et qu'effectivement, on est aujourd'hui, je crois, à un moment de tournant politique où il faut bien comprendre que pour la cohérence du travail à l'échelle de l'intercommunalité, les communes ne peuvent pas bloquer ce qu'on appelle des grands projets. Et qu'effectivement, du coup, la difficulté qui est posée, je trouve que cet amendement est plutôt intelligent dans ce cadre-là, c'est de dire, à partir du moment où la commune est contre, il faut quand même que le projet se fasse, et on ne demande pas à la commune d'être à la charge de cette partie du projet sur son territoire. Je trouve que c'est une recherche de compromis intéressante, mais si vous trouvez que la légitimité est encore un peu faible, chers collègues, sans être trop provocateur, mais l'occasion était trop belle, on peut aller au bout de la logique et avoir un vote direct à l'échelle de l'intercommunalité pour la présidence de l'intercommunalité et la cohérence sera totale. En tout cas, je soutiendrai l'amendement. Merci. Si je n'ai pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 779 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il n'est pas adopté. Pour le 961 qui est différent mais qui va dans le même sens, même vote. Même vote. Et enfin le 1114 qui est rédactionnel, l'amendement de la commission qui est pour, qui est contre. Donc le 1114 est adopté. Voilà pour le début des débats des sénateurs autour du projet de loi Élan, évolution du logement, aménagement et numérique. Vous l'avez vu, eh bien, les sénateurs ont notamment voulu préserver le rôle des maires dans les grandes opérations d'urbanisme. Les sénateurs sont également intervenus face à la grogne des architectes. Ces derniers ont signé il y a quelques jours une tribune, notamment Paul Chemetov ou encore Christian de Porzenpark, pour dénoncer le projet de loi Élan. Ils jugent en effet que ce texte vient détruire leur métier au lieu de le réformer. Eh bien, les sénateurs sont intervenus sur ce point. Vous allez le voir aussi, eh bien, il y a eu hier des débats qui concernent eh bien, les JO Paris 2024. En effet, l'organisation de ces Jeux va nécessiter la construction de nombreux équipements. Ils vont donc être synonymes d'expropriation, mais aussi de réquisition temporaire. Tout de suite donc, eh bien, retour au débat des sénateurs hier dans l'hémicycle. Alors, article additionnel pour l'article 5, donc l'amendement 1115 du gouvernement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous voulons ouvrir la possibilité de recourir à la procédure de réquisition temporaire pour l'organisation et le déroulement des Jeux Paris 2024.
Il s'agit en effet d'introduire dans la loi olympique et paralympique du 26 mars dernier la possibilité de recourir à la procédure de réquisition temporaire sur les sites, terrains ou bâtiments concernés par les Jeux de 2024. Effectivement, la loi du 26 mars autorise déjà le recours à la procédure d'expropriation en extrême urgence pour cause d'utilité publique prévue par le Code de l'expropriation. Quand il s'agit des Jeux olympiques, les dérogations sont beaucoup plus faciles. Le présent amendement reprend les préconisations du rapport d'inspecteur général du 30 mars qui recommandait la mise en place de ce dispositif pour pallier le cas échéant des difficultés éventuelles en permettant une action plus proportionnée aux nécessités des Jeux olympiques et plus respectueuse des droits des citoyens. Une disposition similaire de réquisition temporaire avait été prévue à l'occasion des Jeux olympiques d'Albertville et de Savoie par la loi du 31 décembre 1987. Notre amendement le reprend, l'élargit compte tenu de la topologie des lieux concernés et il reprend également les dispositions protectrices essentielles, à savoir l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation et la remise en état avant restitution aux bénéficiaires de la réquisition. Donc merci. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. Alors, Monsieur le Ministre, quand même, cet amendement nous est apparu dans la nuit. Donc, c'est pour le moins quand même un petit peu cavalier. On n'a pas eu vraiment le temps de l'expertiser. Donc, c'est vrai que sur le principe, il semble préférable, quand cela est possible, de privilégier plutôt la réquisition temporaire à l'expropriation. Donc, je donnerai un avis favorable, mais quand même, ce n'est pas des manières de faire. Et je pense que mon collègue Marc-Philippe Daubresse va vous poser une question beaucoup plus en détail, auquel vous aurez à cœur de répondre, je l'espère. Oui, Monsieur Daubresse. Monsieur le ministre, loin de nous l'idée de retarder les Jeux olympiques ou de s'opposer à tout ce qui peut nous permettre de faire une belle fête comme on vient d'en connaître récemment. Mais je dois vous dire que la commission des lois a regardé, nous avons regardé ce matin, puisqu'on a eu l'amendement très tôt ce matin, et que nous sommes un peu inquiets sur votre amendement. Autant sur l'expropriation tel que ça a été présenté par le gouvernement, il n'y a pas de sujet. Mais là, vous êtes dans une procédure de réquisition provisoire de biens dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et elle est présentée comme une solution alternative à la procédure d'expropriation qui serait moins attentatoire au droit de propriété. Nous pensons au contraire que la réquisition temporaire est plus attentatoire au droit de propriété. Contrairement à ce que vous dites pour les Jeux olympiques d'Albertville, la loi qui a été votée, c'était en 67, c'était M. Meinry qui était ministre de l'équipement et du logement à l'époque, et c'était Raymond Bouvier qui était rapporteur du Sénat sur cette question. Ça concernait des parcelles sans bâtiment. Là, ce que vous proposez, ce sont des parcelles avec bâtiment. Autrement dit, il peut y avoir des sièges d'entreprise, des commerces, voire des immeubles à usage d'habitation concernés. J'entends bien que c'est une disposition qui n'a vocation à être utilisée que s'il y a des blocages et si vous n'arrivez pas à traiter à l'amiable, mais sur l'atteinte au droit de propriété, elle est ici profonde, elle est bien plus profonde que dans le cas d'une expropriation. Prenons un exemple concret. Une personne ou une entreprise est expropriée. Elle va recevoir une juste et préalable indemnité, vous venez de le dire, correspondant à minima à la valeur vénale de son bien. Et elle pourra se réinstaller ailleurs. Une personne est réquisitionnée temporairement, elle va recevoir une indemnité qui couvre seulement sa privation de jouissance. Elle va devoir déménager une première fois, louer un autre bien, le cas échéant reconstituer une clientèle si c'est une profession libérale par exemple, déménager une seconde fois, 2 ans plus tard reprendre possession de son fonds dont elle a été privée. Donc on est ici dans une atteinte au droit de propriété et nous vous mettons en garde sur les risques de contentieux, voire les problèmes de Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'en 1998, le Conseil constitutionnel avait fait un long délibéré sur la question du droit de propriété et du droit à un logement décent. Là, on n'est pas par rapport au droit à un logement décent, on est par rapport à des Jeux olympiques. Et même par rapport au conflit entre ces deux droits, le Conseil constitutionnel avait quand même rappelé la primauté du droit de propriété. Donc c'est le rôle de la Commission des lois de vous alerter, Monsieur le ministre, sans toucher, bien évidemment, sans remettre en cause l'avis de la rapporteure sur ce sujet. Merci. Sur cet amendement, est-ce qu'il y a des explications de vote? Monsieur le ministre.
Non, merci d'abord aux deux rapporteurs, je dirais, de leur compréhension par rapport à cet amendement qui effectivement est arrivé au ministère aussi très tardivement. Bon. Ah. Mais je crois que nous avons... Oui, mais on ne fera pas de patinage s'agissant de Jeux Olympiques d'été. Mais on pourra essayer de ramer. Non, très sérieusement, vous l'avez bien compris, je pense qu'il est nécessaire, ça avait déjà été fait, vous l'avez rappelé sur de précédents Jeux Olympiques, d'essayer d'avoir un cadre juridique préparant en amont les différents cas de difficultés auxquels nous pourrions être confrontés. Alors, ce ne sont pas des sujets légers, d'ailleurs, ce qu'il y a dans le texte qui a été voté et adopté le 26 mars 2018, ce sont, au niveau de l'expropriation, ce n'est jamais simple d'exproprier et c'est toujours une atteinte au droit de propriété. La réquisition temporaire aussi, très clairement. Donc j'entends parfaitement les observations de la commission des lois. D'ailleurs, j'y souscris. On veillera à faire attention à ce que le dispositif complet puisse permettre de protéger les intérêts des citoyens. Mais je crois comprendre qu'il s'agit d'avoir la possibilité d'utiliser un certain nombre de bâtiments qui seraient d'ailleurs plutôt vacants, si j'ai bien compris les dispositions qui ont donné lieu à cette réflexion. Et je crois que, même si ça arrive tardivement, il est de l'intérêt général que nous puissions quand même garantir une bonne préparation de ces Jeux. Merci Monsieur le Ministre. Explication de vote, Monsieur Kern. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est vrai que cet amendement, Monsieur le Ministre, vous nous expliquez qu'il est arrivé tardivement. Or, je sais pertinemment que ça fait pratiquement 3 semaines que le délégué interministériel a tiré la sonnette d'alarme sur ce point. Donc cet amendement aurait effectivement pu être déposé beaucoup plus tôt. Et je comprends tout à fait la démarche du délégué interministériel et de la Solideo. Les bâtiments aujourd'hui sont connus. Comme vous l'avez dit, ils sont vides. C'est juste une manière d'être effectivement un peu plus rapide pour l'organisation des Jeux Olympiques. Donc, personnellement, je voterai pour cet amendement, mais c'est vrai que la démarche, elle aurait pu être beaucoup plus rapide. Merci. Explication de vote, Monsieur Duplomb. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi j'ai exactement l'avis contraire. Parce que, premièrement, la méthode n'est pas la bonne. Parce que si on avait le temps de le proposer avant et si on estimait que c'était quelque chose d'important, il n'y avait qu'à prendre le temps de le présenter et d'en discuter. Et la deuxième, c'est je pense que c'est une méthode cachée pour faire des indemnisations moins grandes et ne pas respecter le droit de propriété ou du moins la valeur de ce bien. Et pour ça, moi je pense qu'on est dans un pays où les gens travaillent et transpirent pour s'acheter quelque chose et pouvoir en bénéficier et que de pouvoir leur le spolier pour des Jeux Olympiques ou pour d'autres sujets aussi facilement et dans des principes aussi particuliers, eh ben je me refuse à ça. Donc je voterai contre cet amendement. Merci. Donc, Monsieur Bruno Retailleau, explication de vote. Simplement pour dire au ministre que je peux comprendre et nous pouvons comprendre les raisons d'un tel amendement. Vous venez de faire un aveu, cher Jacques Mézard. Vous avez indiqué que l'amendement était venu très tard cette nuit au Sénat et qu'il était arrivé aussi très très tard au ministère. Au début de la séance, 2 sénatrices, à juste titre, ont fait un rappel au règlement pour dénoncer des méthodes légistiques qui n'en sont pas. Lors de la révision constitutionnelle, on va nous expliquer, on va nous faire la leçon sur la meilleure façon de fabriquer la loi. Ça fait en 8 jours, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas vous sentir vous visé, mais en très exactement 8 jours, nous avons dû faire plusieurs rappels à l'ordre, puisque lundi dernier, il y a 8 jours, il s'agissait de votre collègue, Mme Pénicaud, et nous avons vu débarquer un amendement annoncé la veille par le président de la République au Congrès de Versailles. Visiblement, la ministre n'avait aucune idée de la rédaction
de l'amendement. Nous l'avons mise en difficulté. Le but n'était pas de la mettre en difficulté, elle était, et je lui ai indiqué, une victime tout autant que le département et le Parlement et le Sénat l'étaient. C'est la deuxième fois. Ce que je veux vous dire, c'est que cet amendement, j'en comprends les nécessités, mais qu'il ne faut pas faire la leçon ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, sur la façon de bien faire la loi. Je sais que vous ne la faites pas, mais je pense que le Parlement, dans son ensemble, atteint la limite de l'exercice. Il y aura une conférence des présidents le 25 juillet, et je vous serai gré d'indiquer au secrétaire d'État aux relations au Parlement que, bien sûr, il y aura de plusieurs groupes de vives protestations et il ne pourra pas, pour la rentrée prochaine, nous ne pourrons pas tolérer des manquements du gouvernement répétés tels que nous venons de le voir ces derniers jours. Merci de l'entendre. Donc, explication de vote toujours, Monsieur Didier Guillaume. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je partage en partie ce qui vient d'être dit par le Président Retailleau. C'est vrai que pendant 2 mois, nous n'avons quasiment pas légiféré, et puis là, les textes s'accumulent. Donc, il y a vraiment besoin d'organiser un peu mieux les choses. Mais sur cet amendement particulier qui aurait pu être peut-être préempté préalablement, il n'empêche qu'il y en a vraiment besoin pour ceux qui suivent la préparation des Jeux Olympiques. Et je pense, par rapport aux interrogations qui ont été amenées, que dans l'amendement du gouvernement, les réponses y sont. Ces réquisitions ne peuvent excéder 12 mois. Il en mentionne le bénéficiaire et précise l'usage pour lequel elle est ordonnée. Il opère le transfert du droit d'usage et autorise le bénéficiaire à prendre possession. Et enfin, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition. Je crois qu'on peut, sur la forme, évidemment, être d'accord avec ce que disait Madame le rapporteur, mais sur le fond, il me semble que le gouvernement a veillé à mettre des garanties. Nous avons besoin, après ce qui s'est passé ces derniers jours et la Coupe du Monde en Russie, nous avons besoin d'avoir, pour les Jeux Olympiques de 2024, une belle organisation. Et si, dans des cas très particuliers et individuels, il doit y avoir des difficultés, je pense que cet amendement peut y répondre. Merci, Monsieur Vincent Capo-Canella. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier Madame le rapporteur qui a émis un avis favorable. Et je mesure que dans les conditions qui étaient les siennes, c'est pas simple de travailler aussi vite sur un sujet pareil. Mais à la suite de ce que vient de dire Didier Guillaume, je voulais simplement insister pour dire que les territoires d'accueil de ces futurs équipements olympiques ont en tête les engagements qui ont été pris devant le CIO. Et nous avons encore reçu, il y a quelques semaines de ça, une délégation d'une mission du CIO qui vient régulièrement chez nous regarder l'avancement des projets. Et vous savez que la complexité administrative française est vécue de l'étranger comme étant un sujet majeur quant à la réalisation des équipements dans les délais impartis et dans les enveloppes imparties. Il se trouve qu'une mission conjointe de l'Inspection générale des finances, de la jeunesse et des sports et du développement durable a commis un rapport qui, à bien des égards, a suscité quelques vagues parce qu'il a amené à un certain redimensionnement des projets d'équipement. Il se trouve que, par contre, dans ces recommandations, il y en est une qui est à l'origine de cet amendement qui vise justement à, sur la question des délais, nous donner une garantie supplémentaire. Alors j'entends ce qu'a très bien dit Marc-Philippe Daubresse en tant que rapporteur de la Commission des lois, mais il me paraît utile que ces dispositions figurent ici en première lecture au Sénat, faute de quoi il n'y aurait pas d'accroche juridique et ça ne nous permettrait pas après de faire prospérer le débat. Il me semble qu'au bénéfice des observations de Marc-Philippe Daubresse, on pourrait quand même voter cet amendement en ayant effectivement, comme ça vient d'être très bien fait, alerté le gouvernement sur certains points, regarder ensuite si la rédaction peut être améliorée ou pas. Mais je voulais simplement témoigner de la volonté des collectivités de faire qu'on accueille les JO dans les meilleures conditions. Et évidemment, cette disposition-là me paraît importante de ce point de vue. Merci. Madame Muriel Jourda. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur.
Quelques mots en ma qualité de rapporteur de projet de loi relatif aux Jeux Olympiques pour la Commission des lois. D'abord, je dois dire que je comprends tout à fait ce que dit notre collègue Laurent Duplomb. Je ne partage pas totalement l'enthousiasme juridique de notre collègue Didier Guillaume et évidemment, je partage le courroux de l'ensemble du Sénat sur la façon de procéder. Pour autant, je rappelle que nous avions alors, tout groupe confondu, décidé d'avoir une vision plutôt positive de ce projet de loi et faire en sorte que les Jeux Olympiques se passent le mieux possible. Et de ce fait, nous avions donné au gouvernement les moyens juridiques de pouvoir mettre en place les Jeux Olympiques dans les meilleures conditions possibles. Il me semble que c'est encore ce que nous demande le gouvernement aujourd'hui, dans des conditions dont nous admettons tous qu'elles ne sont pas tout à fait correctes, mais je crois qu'il faut continuer dans l'esprit qui nous avait animés à l'époque et donner un vote favorable sur cette proposition d'amendement. Merci. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc l'amendement est adopté. Voilà pour les débats des sénateurs hier soir dans l'hémicycle qui ont notamment concerné les équipements qui vont être construits pour organiser les JO Paris 2024, qu'il s'agisse du village olympique ou encore du village média en Seine-Saint-Denis. Et vous le voyez, pour pouvoir construire tous ces équipements, il va y avoir des expropriations, certaines ont déjà eu lieu, mais il va aussi y avoir des réquisitions temporaires à la demande du gouvernement. Un amendement qui a d'ailleurs été déposé à la dernière minute par l'exécutif, ce qui a fait grincer quelques dents dans l'hémicycle. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.